Le terme « wraith » évoque une silhouette sombre et menaçante, une figure de cauchemar tapie aux confins de la culture populaire. Pourtant, cette image, largement standardisée, masque une histoire complexe et une nature profondément ambivalente. Loin d'être un simple synonyme de fantôme ou de spectre, le wraith est un concept culturel qui a évolué au fil des siècles, servant de miroir aux angoisses humaines face à la mort, à la perte d'identité et à la corruption. La problématique centrale de son étude réside dans la confusion terminologique qui l'entoure, une imprécision exacerbée par l'influence écrasante de la fiction moderne qui a souvent obscurci ses origines folkloriques authentiques. Cette vidéo se propose de retracer la métamorphose du wraith à travers les âges. L'évolution du wraith peut être comprise à travers 3 phases critiques qui ont façonné son identité moderne. D'abord, il apparaît comme une figure ambivalente du folklore écossais, oscillant entre le rôle de présage funeste et celui d'esprit prédateur. Ensuite, son image se cristallise durant le Moyen-Âge, nourrie par la peur collective du revenant, elle-même amplifiée par les traumatismes des grandes épidémies. Enfin, son archétype est redéfini et codifié de manière quasi définitive par l'œuvre de Tolkien, qui a forgé le modèle moderne et l'a projeté dans l'imaginaire mondial. En déconstruisant ces strates successives, il devient possible de comprendre comment le wraith est passé du statut de superstition locale à celui de symbole universel de la terreur. L'histoire du mot wraith est aussi fuyante que la créature qu'il désigne. Son parcours philologique est marqué par une incertitude qui, loin d'être une lacune, révèle la nature même de ses origines. La première apparition documentée du mot remonte à 1513, dans la traduction en moyen écossais de l'Énéide de Virgile par le poète Gavin Douglas. Cette entrée précoce dans le champ littéraire ancre le terme dans un contexte savant, mais ses racines plongent dans un terreau oral bien plus ancien et difficile à cerner. Les dictionnaires étymologiques les plus respectés, tels que l'Oxford English Dictionary, qualifient son origine d'incertaine ou d'obscure, un consensus qui invite à explorer plusieurs hypothèses. Une hypothèse influente fait dériver le terme wraith du vieux norrois vrodur, qui signifie gardien. Cette piste est particulièrement éclairante, car elle suggère une nature primitive, non pas nécessairement malveillante, mais liminale. Le vrodur était un esprit gardien veillant sur un lieu ou une personne. Cette étymologie pourrait expliquer la facette du wraith en tant que protecteur de trésors ou de passage vers d'autres mondes, une figure dangereuse, mais dont la fonction première n'est pas le mal absolu. Dans cette optique, le wraith n'est pas un agresseur par nature, mais un défenseur territorial dont la colère est provoquée par l'intrusion des vivants dans son domaine sacré. Une autre piste étymologique relie le mot au verbe anglais to writhe, qui signifie se tordre, évoquant l'image d'une âme en proie à une agonie perpétuelle. Cette étymologie met l'accent sur la souffrance et le tourment, alignant le wraith sur la figure de l'esprit incapable de trouver le repos en raison d'une mort violente ou d'une injustice subie. Il est notable que Tolkien, philologue de renom, aurait favorisé cette interprétation, ce qui a sans doute influencé sa propre création des Nazgûl, des êtres dont l'existence même est un tourment sans fin. Cette vision transforme le wraith en une créature tragique, dont la malveillance est le produit d'une douleur éternelle. L'absence de certitude quant à l'origine du mot n'est pas un échec, mais un indice précieux sur sa nature. Les termes issus de la tradition orale, contrairement aux néologismes savants, sont souvent fluides et polysémiques. Ils absorbent des significations diverses selon les régions et les récits. Les différentes pistes étymologiques ne doivent donc pas être vues comme mutuellement exclusives, mais comme les facettes d'une croyance complexe. Le mot « wraith » était un contenant sémantique capable d'accueillir à la fois l'idée du gardien, de l'âme en peine et de l'apparition funeste. Cette ambiguïté fondamentale est la clé pour comprendre la dualité de sa nature dans le folklore originel. Dans son berceau écossais, le wraith possédait une identité complexe, bien éloignée de la créature monolithique de la fantaisie moderne. La manifestation la plus spécifique, et peut-être la plus troublante, est celle du double spectral d'une personne encore en vie. Connu en Irlande sous le nom de Fetch et en Allemagne sous celui de Doppelganger, cet alter ego éthéré n'est pas une entité agressive. Son apparition est un présage, un signe infaillible de la mort imminente de la personne qu'il représente. Le voir, c'est recevoir une prophétie funeste, une confrontation non pas avec un monstre, mais avec l'inéluctabilité de son propre destin.
Un récit rapporté par John Maxwell Wood, un folkloriste qui a documenté les traditions orales et les croyances surnaturelles écossaises, illustre parfaitement cette croyance du double funeste. Une femme aperçut ce qu'elle croyait être son ami traverser la lande. Alors que celle-ci n'arrivait toujours pas, elle apprit plus tard que cet ami n'avait pas quitté son domicile. Une semaine après, elle apprit que son ami était décédé et que son cortège funèbre avait emprunté précisément le chemin où son wraith avait été aperçu. Cette forme de wraith incarne une angoisse existentielle profonde. Non pas la peur d'une attaque surnaturelle, mais celle du destin et de la prémonition de sa propre fin. Une connaissance terrible et impuissante face à la mortalité. La facette du wraith qui a le plus durablement marqué l'imaginaire collectif est celle de l'esprit vengeur et prédateur. Il s'agit ici d'une entité foncièrement malveillante, née d'une mort violente, d'une injustice criante ou d'une haine inextinguible. Sa description physique est invariablement sinistre. Une silhouette décharnée et squelettique, drapée de haillons sombres, dont le visage est souvent caché sous une capuche ou réduit à un vide angoissant. Contrairement aux fantômes passifs qui hantent un lieu par répétition, ce wraith est un prédateur actif. Il chasse. Il est attiré par les lieux marqués par la tragédie, comme les champs de bataille ou les ruines. Ce wraith prédateur se nourrit de l'énergie vitale ou des émotions négatives, comme la peur et le désespoir des vivants, pour maintenir sa terrible existence. Son contact est glacial et peut drainer la vie, laissant ses victimes comme des coquilles vides. Il propage une aura de désespoir qui flétrit la nature et abat le moral des communautés. Il est en outre quasi invulnérable aux armes physiques, capable de se mouvoir à une vitesse surnaturelle et de devenir intangible à volonté. Il n'est pas une simple apparition, mais une menace physique et psychologique active. Une force de corruption qui cherche à étendre son malheur au monde des vivants. La figure du wraith prédateur, bien qu'ancrée dans le folklore, a été façonnée et amplifiée par les traumatismes qui ont secoué l'Europe médiévale. La peur des revenants a atteint un paroxysme durant cette période, notamment sous l'effet dévastateur de la peste noire. L'épidémie, qui a ravagé l'Europe entre 1347 et 1352, a provoqué une mortalité de masse sans précédent. Face à ce fléau incompréhensible, les explications rationnelles faisaient défaut. Laissant donc la place aux interprétations surnaturelles, la peste était alors perçue comme un châtiment divin ou le résultat de la corruption de l'air, créant un terreau fertile pour les superstitions les plus sombres. Un des effets les plus déstabilisants de la pandémie fut la rupture complète des rites funéraires. L'afflux de cadavres était tel qu'il fut impossible de les enterrer dans des sépultures traditionnelles. Les corps étaient enterrés à la hâte, sans cérémonie, souvent dans d'immenses fosses communes. Le pape Clément VI fut même contraint de consacrer le Rhône pour qu'on puisse y jeter les défunts. Dans la psyché médiévale, une mort sans les rites appropriés était une porte ouverte au retour du défunt. Cette peur que les morts ne trouvent pas le repos, combinée à la violence de la maladie, a alimenté une véritable psychose des revenants, renforçant l'image du wraith vengeur. Dans ce contexte, la figure du wraith prédateur peut être interprétée comme une puissante métaphore de la contagion elle-même. La peste était une menace invisible, qui se propageait de manière insaisissable et laissait derrière elle des corps vidés de vie. Le wraith est décrit de façon similaire. Une entité souvent indistincte, se déplaçant en silence, qui propage une aura de désespoir, une sorte de contagion émotionnelle, et laisse ses victimes comme des coquilles vides après avoir drainé leur force vitale. Le contact avec un pestiféré était aussi fatal que celui d'un wraith. La créature est la personnification d'une force obscure qui draine la vie de la communauté. La confusion qui règne autour du terme wraith provient de son usage souvent interchangeable avec d'autres mots désignant des entités surnaturelles. Cependant, le folklore et la littérature établissent des distinctions claires. La distinction la plus fondamentale oppose le wraith au fantôme. Un fantôme est généralement considéré comme un écho, une empreinte psychique laissée par un événement tragique lié à un lieu. Il est largement non conscient, condamné à répéter sans fin une scène de sa vie ou de sa mort. Son intention est passive. Il peut effrayer, mais involontairement. Il est un vestige du passé,
Le Wraith, à l'inverse du fantôme, est une entité pleinement consciente, intelligente, douée d'une volonté propre et d'une attention activement malveillante. Il n'est pas un simple écho, mais un prédateur qui peut interagir physiquement avec le monde, blesser et surtout se nourrir de l'énergie vitale des vivants. Le spectre, lui, est un terme plus ambigu, désignant une apparition visuelle souvent menaçante, mais il lui manque généralement l'intelligence stratégique et la nature prédatrice spécifique du Wraith. Dans l'œuvre de Shakespeare, le spectre du père d'Hamlet, par exemple, est une apparition qui délivre un message, non une créature qui cherche à consumer les vivants. L'esprit, lui, est le terme le plus générique désignant l'essence consciente et désincarnée d'un être. Il peut être bienveillant ou malveillant, mais il n'est pas par définition piégé ou corrompu comme un Wraith. D'autres entités, comme le poltergeist, se distinguent par leur mode d'action, une force invisible et bruyante qui déplace des objets. Cette taxonomie révèle que chaque entité remplit une fonction narrative distincte. Un fantôme crée une atmosphère de mystère, un poltergeist y génère du chaos, le Wraith, avec son intelligence et sa malveillance, est conçu pour être un antagoniste, une menace directe et intentionnelle qui doit être confrontée. Si le Wraith a survécu dans l'imaginaire collectif, c'est en grande partie grâce à Tolkien. Son œuvre a agi comme un puissant filtre culturel, prenant un terme folklorique relativement obscur pour le transformer en un archétype universellement reconnaissable. Les Nazgûl, ou spectres de l'anneau, sont devenus la définition même du Wraith pour des générations entières. En tant que philologue, Tolkien n'a pas créé ces Nazgûl ex nihilo. Il a consciemment puisé dans le folklore, conservant l'image du Wraith écossais, la silhouette noire, encapuchonnée et sans visage, ainsi que sa capacité à inspirer une terreur surnaturelle et paralysante. Tolkien ne s'est pas contenté de compiler des mythes, il a systématisé le concept. L'origine des Nazgûl est précise. Ce sont 9 grands rois, sorciers et guerriers des hommes qui, de leur vivant, ont accepté les anneaux de pouvoir de Sauron. Ces artefacts leur ont conféré une grande puissance et une longévité artificielle, mais les ont progressivement corrompus et asservis à la volonté de l'anneau unique. Leur état n'est pas celui de la mort, mais d'une vie étirée à son point de rupture, jusqu'à ce que leur être s'amenuise, les faisant basculer dans le monde de l'invisible. Leurs corps physiques se sont estompés au point de devenir imperceptibles aux yeux des mortels. Ils ne sont pas des esprits désincarnés, ils possèdent une forme physique qui existe simplement sur un autre plan de réalité, ce qui leur permet d'interagir avec le monde matériel, de porter des armes et de monter des destriers. Les robes noires qu'ils portent ne servent qu'à donner une forme tangible à leur néant aux yeux des vivants, une enveloppe pour une présence qui ne devrait plus être visible. L'arme principale des Nazgûl n'est pas leur épée, mais la terreur. Leur seule présence propage une aura de peur et de désespoir si intense qu'elle peut briser le courage des plus vaillants guerriers. Leur cri, décrit comme la voix de la mort, est une arme psychologique dévastatrice. De plus, leur lame enchantée, comme le poignard de Morgul, possède un pouvoir de corruption unique. Une blessure infligée par une telle arme peut transformer la victime en un spectre inférieur, asservi à leur volonté. Ils ne tuent pas seulement le corps, mais corrompent l'âme elle-même. L'image des Nazgûl, avec sa cohérence interne et sa profondeur thématique, est devenue si puissante qu'elle a supplanté toutes les autres représentations du Wraith. Pour des millions de personnes, le Wraith est le Nazgûl. Cette influence est palpable dans toute la fantasy post-Tolkien. Des détraqueurs de J.K. Rowling dans Harry Potter qui drainent le bonheur et l'âme, jusqu'aux innombrables créatures sombres et encapuchonnées des jeux vidéo et des jeux de rôle. Tolkien a créé un archétype si fort qu'il est devenu le standard par lequel tous les autres spectres malveillants sont désormais jugés. La véritable portée de la réinvention de Tolkien va au-delà de l'esthétique. Le Wraith folklorique était une créature du passé, née de la superstition. Le Nazgûl, lui, est une créature dont l'origine est un pacte faustien. L'acceptation volontaire d'un pouvoir qui promet la puissance et l'immortalité, mais qui en retour déshumanise, aliène et asservit complètement. Cette thématique de la perte de soi en échange d'un pouvoir technologique ou magique est une angoisse profondément moderne. Les Nazgûl ne sont pas de simples fantômes, ils sont l'incarnation des conséquences de l'ambition démesurée. En cela, Tolkien a transformé le Wraith d'une créature d'horreur folklorique en une puissante allégorie de la corruption politique et spirituelle.
Il a déplacé la source de la peur, de la tombe vers les couloirs du pouvoir et les profondeurs de l'âme humaine. Les Nazgûl ne sont pas terrifiants simplement parce qu'ils sont des morts-vivants, mais parce qu'ils étaient des hommes et qu'ils ont choisi un chemin qui les a conduits à leur damnation. C'est cette résonance thématique, cette exploration de la soumission à une volonté totalitaire et déshumanisante qui explique son impact culturel durable et sa pertinence continue. Le parcours du Wraith est celui d'une métamorphose continue, chaque étape de son évolution reflétant les angoisses de son époque. Né dans l'incertitude d'une tradition orale, il incarnait à l'origine une dualité fascinante. D'un côté, le double prophétique, messager passif d'un destin inéluctable. De l'autre, l'esprit vengeur, prédateur actif né de l'injustice. Les traumatismes du Moyen-Âge, et plus particulièrement la peste noire, ont agi comme un catalyseur, amplifiant sa facette la plus sombre et en faisant une personnification de la contagion et de la peur d'une mort sans repos. C'est toutefois Tolkien qui a opéré la transformation la plus décisive. En créant les Nazgûl, il a synthétisé les éléments les plus puissants du mythe pour forger une allégorie de la corruption par le pouvoir. Le Wraith, sous toutes ses formes, demeure ainsi l'une des personnifications les plus puissantes de nos peurs, face à une mort qui ne serait pas une fin paisible, mais le commencement d'une existence de tourments, de malveillance et de perte irrévocable de soi. Son histoire est en définitive l'histoire de nos propres ténèbres et de notre fascination pour elles. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces récits anciens et ces mystères oubliés. Si cette exploration vous a plu, laissez un signe de votre passage en cliquant sur j'aime et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains voyages au cœur de l'histoire, des mythes et des légendes. Partagez cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent aussi franchir les portes du passé. À très bientôt et souvenez-vous, derrière chaque légende sommeille une vérité.